Okay. Okay. Avant de commencer, je voulais dire bonjour déjà et merci de l'accueil que vous faites à cette série, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant que c'est fait, passons à la vidéo. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec des classiques, évidemment que ce soit en musique ou dans le cinéma. Et en 2001, alors que j'ai à peine 17 ans et que je rêve du permis, avec des potes, on va au cinéma sans se douter une seule seconde du banger qu'on s'apprête à déguster. Fast and Furious. Et c'est à tel point qu'aujourd'hui encore, quand je repense au film, évidemment je repense aux voitures, mais je repense aussi aux acteurs, notamment à Vin Diesel, et aussi et surtout à Paul Walker, probablement à cause de la façon tragique dont il est mort, mais aussi et surtout parce qu'on nous l'a toujours vendu comme étant le nice guy, le mec sans défaut, quasiment parfait, mais est-ce qu'il était vraiment parfait ? Paul est né le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie. Sa maman, Cheryl Walker, est mannequin et son père, Paul Walker, troisième du nom, est chef d'une entreprise d'égoutiers et boxeur amateur. Ils sont mormons, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que le grand-père de Paul Walker s'appelle Paul Walker. Il a lui aussi appelé son fils Paul Walker, qui lui-même a appelé son fils Paul Walker. Voilà, comme ça, si jamais il y a plusieurs fois Paul Walker, je vous préciserai le combientième du nom c'est, ok? Les Mormons, c'est généralement des familles très nombreuses, donc il est l'aîné de 2 sœurs et 2 frères, et son enfance se passe très bien. Voilà, c'est assez rare pour le souligner dans mes vidéos, mais il a vraiment une enfance chill. Tout le monde s'aime, la vie est belle, Paul a des amis, il fait du tir à l'arc, il fait de la plongée, le week-end son père l'emmène voir des courses de voitures et lui transmet sa passion du sport automobile, ce qui va avoir une énorme incidence sur la vie de Paul, mais aussi sur sa mort, vous vous en doutez. Et sa mère, qui avait commencé une carrière dans le mannequinat, mais qui a dû arrêter pour élever ses enfants, elle va lui faire découvrir très jeune le milieu du mannequinat, justement, et lui faire passer des castings pour des publicités. Attention, quand je vous dis très jeune, c'est très jeune. Le petit que vous voyez sur cette publicité, c'est déjà Paul Walker. Et en fait, sa mère va un peu transposer son délire de célébrité sur son fils, et vraiment le pousser dans cette direction, même si lui, c'est pas vraiment son kiff. Et il va pas chômer, parce qu'en 1985, alors qu'il a à peine 11 ans, il va se retrouver dans plusieurs épisodes de la série Les Routes du Paradis. Une série banger à l'époque qui passait à la télévision entre midi et 2, on mangeait ça en mangeant, c'était incroyable. Bon, après j'ai 60 ans, donc forcément pour moi c'était incroyable. Puis au fil des années il continue, on le retrouve aussi dans des séries moins connues en France, voire pas connues du tout, comme Throb ou Trob, je sais pas trop comment on fait, mon accent est toujours aussi terrible. Puis un film appelé Monster in the Closet, et un autre programmé pour tuer. Un peu plus tard, on va le retrouver dans la série banger Madame est servie. Encore une fois, j'ai 60 ans, mais cette série était vraiment incroyable. Et aussi et surtout, dans la série Les Feux de l'amour, pendant presque une saison. Et cette série va lui valoir une nomination en tant que meilleur jeune acteur de série télé. Tout ça alors que lui, c'est pas vraiment son truc à la base. Lui, ce qu'il veut depuis le début, c'est travailler dans le milieu de la nature. Il adore la pêche, il adore les poissons, il adore la mer, il est fan du commandant Cousteau. Ce qu'il aime, c'est la nature. Donc il jongle entre les tournages, l'école et les escapades en mer. Mais Paul, c'est un gentil garçon. C'est le nice guy. Voilà, tout le monde s'accorde pour dire qu'il était adorable avec tout le monde et jamais de la vie il aurait été à l'encontre de ce que ses parents souhaitaient. D'ailleurs, ça lui faisait même plaisir de faire plaisir. Du coup, il va jongler entre les tournages, l'école et les escapades en mer. En 1994, le premier vrai film dans lequel il va jouer et qui va lui ouvrir les portes d'Hollywood, c'est Tammy et le T-Rex. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, c'est vraiment l'histoire classique d'un scientifique qui transfère la conscience d'un adolescent assassiné dans un tyrannosaure, et cet adolescent en tyrannosaure va en profiter pour se venger de ses bourreaux de lycée et sortir avec son ex-petite amie tout en restant un tyrannosaure. Voilà, la classique, la base des scénarios. Bref, après ça, on le retrouve dans un autre film qui s'appelle
Pleasantville. C'est un film en noir et blanc, aux côtés entre autres de Tobey Maguire. Pas de grosses anecdotes à donner sur ce film. Là, le temps passe vite. On est en 1998, Paul a 25 ans, tout va bien dans sa vie. Pas de drame, pas de problème majeur. Paul est gentil avec tout le monde, il est adorable. Il fuit les caméras et Hollywood dès qu'il en a l'occasion et qu'il n'est pas en tournage pour retourner vivre avec sa famille et ses amis. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer une certaine Rebecca Soteros. C'est une institutrice de 24 ans, simple, inconnue au bataillon, et ça reflète bien Paul, parce qu'il côtoie des stars de cinéma toute l'année, des stars hollywoodiennes, et qui tombe quand même amoureux d'une fille de la vie normale, avec qui il va avoir une petite fille appelée Mido. Et là enfin, Paul a un défaut, il est très heureux d'avoir une fille, mais comme c'était pas prévu et qu'il est encore très jeune malgré ses 25 ans, c'est un très grand enfant et il est très immature, il va passer la plupart de son temps avec ses amis plutôt que de s'occuper de sa fille et de son couple, et surtout, il veut pas s'engager dans le mariage. Du coup, lui et Rebecca vont se séparer un an plus tard, elle va démissionner et déménager à Hawaï pour élever sa petite fille toute seule. On verra après que tout ne s'est pas très bien passé. Paul, lui, continue sa carrière, on le retrouve dans American Boy où, une fois de plus, il joue le mec parfait. Et cette étiquette commence un peu à le saouler. Et il en a un petit peu marre de se retrouver toujours dans les mêmes rôles. Il veut aussi jouer d'autres choses. Il a envie de montrer son côté sombre. Du coup, quand on lui propose un rôle de bad boy, il accepte tout de suite dans She's All That. Mais ça marche pas trop. Il est vraiment trop parfait physiquement. Et d'ailleurs, niveau vie amoureuse, on sent aussi que là, il veut se détacher un peu de cette image de mec parfait. Il papillonne un petit peu à droite à gauche. Et même si c'est pas un défaut, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait chez les Mormons. D'ailleurs, on sent qu'il veut se détacher un petit peu de cette religion. Les Mormons, c'est plus, bon, tu rencontres la fille, tu te maries et tu fais plein d'enfants. Entre autres, il y a plein d'autres choses, mais en termes de relations amoureuses, c'est plutôt ça. Bref, Paul, la stabilité, la routine, c'est pas vraiment son truc. Lui, son truc actuellement, c'est le cinéma. Et en 2000, va sortir un film qui va enfin le révéler à l'international, The Skull, Société secrète. C'est un film censé être plus sérieux, plus sombre, où il a un rôle un peu plus mature, mais c'est encore un rôle d'étudiant. Il a 27 ans, il en a marre, il en peut plus. Il se dit c'est bon, frérot, je vais pas jouer l'étudiant jusqu'à mes 60 piges. Il se pose des questions, il se demande comment il va faire quand il aura plus l'air assez jeune pour jouer des étudiants, est-ce qu'on va encore lui proposer des rôles ou pas. Vraiment, ça le fait douter. Ça le fait douter, mais pas très longtemps, en vrai, parce que sur le tournage, il s'entend très bien avec Rob Cohen. Rob Cohen, c'est le réalisateur du film, et c'est très très important, parce que Rob Cohen, c'est lui qui, un an plus tard, va réaliser, sans même le savoir, le premier film d'une des plus grandes sagas du cinéma, Fast and Furious. On est en 2001, et sans doute l'année qui va marquer le début de la gloire pour Paul Walker, avec la sortie du film Fast and Furious, ou comme l'appellent les Québécois, rapide et dangereux. Un film très très américain. Il n'y a pas plus américain que ça à l'époque, ok? Des grosses voitures, des beaux mecs musclés, des belles filles sexy, des cascades de partout, de l'argent, etc., etc. Et ça tombe bien, qui est un beau mec musclé qui aime les filles sexy et les voitures? Paul Walker, effectivement. Et Paul va interpréter et jouer le rôle qu'on connaît tous de Brian O'Connor, un flic infiltré qui va enquêter sur un braquage de camion. Alors, petite anecdote pour les fans de la saga, Fast and Furious, ça devait pas s'appeler comme ça à la base, ça devait s'appeler Redline en référence à la barre rouge que tu as sur ton compteur quand tu le pousses à fond là. Voilà, c'est cadeau. Bref, en soi, le film, quand on le regarde, bon, c'est pas une dinguerie au niveau scénaristique, mais ça marche quand même, ça va quand même rencontrer un succès monstrueux. Du coup, après la sortie du film en salle, la vie de Paul Walker va radicalement changer. Déjà parce qu'il touche $1 million de cachet pour son rôle, et aussi parce que maintenant, c'est une star, on le reconnaît partout dans la rue. Là, il se rend compte qu'il a jamais autant aimé sa vie, il était déjà passionné de voitures, mais ce tournage a décuplé cette passion. D'ailleurs, c'était le seul acteur à être présent à chaque fois, même quand il n'avait pas de scène à jouer, tellement il aimait entendre et écouter des voitures rouler. Le truc, c'est que cette passion, elle prend de plus en plus de place dans sa vie. Déjà, il s'achète plein de voitures, il en aura 21 au total. Mais aussi, il va faire beaucoup de courses sur circuit, mais aussi rouler très très vite en dehors des circuits, ce qui va d'ailleurs lui valoir pas mal d'arrestations et d'amendes pour excès de vitesse et conduite dangereuse. En 2003 sort la suite Too Fast, Too Furious. Ça va être un carton monumental, d'autant plus que Paul a un vrai premier rôle dans cet épisode, comparé au premier où il partageait vraiment la vedette avec Vin Diesel.
Là, Vin Diesel à la base ne voulait pas jouer dans la suite, du coup ça fait plus de temps de jeu pour Paul, plus de temps à l'écran, plus de voitures, Paul est heureux. Du coup à côté de ça, on lui propose de plus en plus de films qu'il accepte, notamment Les Prisonniers du Temps et Bleu d'Enfer. Lui, il adore ça, il vit sa meilleure vie. D'un côté, des films de voitures, il adore les voitures, de l'autre côté, un film avec des requins, il adore les requins. Il va enchaîner avec La peur au ventre, Antarctica, Mémoire de nos pères, un film de Clint Eastwood qui raconte l'histoire d'un soldat américain à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui va vraiment tenir à cœur à Paul parce qu'il veut rendre hommage à son grand-père et le rendre fier. Là, tout roule pour Paul quoi, tout va bien. Mais un événement va le ramener à la réalité. En 2006, il va recevoir un coup de téléphone où on lui annonce que son grand-père est décédé. Cette annonce, malheureusement, va avoir l'effet d'une bombe. Elle va laisser un énorme vide chez Paul parce que depuis qu'il est tout petit, c'est avec lui qu'il fait tout. C'est son grand-père qui lui a tout appris. C'est avec lui qu'il partait à la pêche. C'était son papy, mais aussi son meilleur ami. C'est d'ailleurs en partie à cause de ça que Paul Walker a refusé d'apparaître à la fin du 3e épisode Fast and Furious Tokyo Drift, alors que les réalisateurs voulaient justement un climax et pouvoir teaser éventuellement un 4e épisode, mais Paul refuse parce que ça l'aurait empêché d'assister aux funérailles de son grand-père. Bref, il enterre son papy. Et cette année-là, il va rencontrer une certaine Jasmine Pilchnar-Gosnell, avec qui il va rester jusqu'à la fin de sa vie. Mais rester jusqu'à la fin parce que leur histoire est pas si rose que ce qu'on a voulu nous vendre. C'est même un des très gros points noirs de Paul. Bon, après, la vie continue, ok ? Il tourne dans un film, il pêche, il retourne dans un autre film, il surfe, il retourne dans un film, il fait des courses automobiles. Comme s'il n'était pas assez parfait, il rejoint la fondation Bill Fish qui lutte pour la survie des animaux marins et réalise un documentaire pour National Geographic appelé Sharkman. Ce mec ne s'arrête jamais en fait. En 2009 sort Fast and Furious 4 et en 2010 un événement va faire l'actualité. Haïti va être victime d'un tremblement de terre terrible qui fera plus de 280 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1,2 million de sans-abri. Paul va voir ça et il va se dire attends mais moi je vais créer une fondation appelée Reach Out Worldwide qui va venir en aide aux victimes, non seulement en leur apportant un soutien médical mais aussi en reconstruisant des logements. D'ailleurs encore aujourd'hui, des années après sa mort, cette fondation continue d'intervenir aux quatre coins des États-Unis quand il y a des ouragans, etc. Puis on est 2 ans plus tard, c'est la sortie de Fast and Furious 5, c'est un carton, mais c'est aussi cette année-là que sa fille Mido, âgée de 13 ans, va le rejoindre, va venir vivre avec lui, alors qu'elle vivait jusque-là avec sa maman à Hawaï, sauf que malheureusement sa mère a priori a de gros problèmes d'alcool. Lui il y voit pas d'inconvénient, c'est sa fille, il a les moyens de l'entretenir, il a mûri, du coup il va se battre pour obtenir la garde exclusive et il va l'obtenir. Tout se passe bien, il enchaîne 2 ans plus tard avec Fast and Furious 6, il n'y a pas de drama dans sa vie, j'ai rien à raconter pour l'instant, c'est chiant. Paul il s'arrête jamais. En 2013, il va tourner un reboot du film français Banlieue 13 qui va appeler Brick Mansion, avec l'acteur de Banlieue 13, David Bell, où il va réaliser les cascades lui-même. Le tournage est très physique, mais il adore ça. Et il a à peine fini ce tournage, le film est à peine en montage, qu'il enchaîne déjà avec Fast and Furious 7. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête jamais ? Parce que ce qu'il veut, et ce qu'il dit depuis toujours, c'est qu'il aimerait travailler à fond jusqu'à ses 40 ans, pour ensuite entamer un virage dans sa carrière et changer totalement, et se consacrer à sa passion pour la nature et la biologie marine. C'est un super projet de vie, je trouve. Mais bon. On est le 30 novembre 2013. Paul passe la journée avec sa fille, ils s'amusent ensemble et il se rend compte qu'il a oublié qu'il avait un événement caritatif. Du coup, il va déposer Mido chez sa mère à lui, et juste avant de partir, sa mère va lui dire « Paul, n'oublie pas, ce soir on doit décorer le sapin ensemble, ne rentre pas trop tard, ok ?» Il lui répond de pas s'inquiéter évidemment, et il s'en va à son événement. Il arrive sur place, l'événement se passe très très bien, c'est des collectionneurs qui mettent en vente leur voiture, une partie de l'argent est reversée à l'association, tout se passe bien, et à la fin, un des organisateurs décide de ranger quelques voitures, dont une Porsche qui appartient à Roger Rodas, un ami de Paul. Roger dit à l'organisateur « T'inquiète, je vais m'en occuper, c'est ma voiture ». Il monte au volant de son véhicule, il commence à sortir, et au même moment, Paul arrive sur le parking. Là, il voit son pote au volant du bolide et il lui dit qu'il veut monter avec lui juste avant de rentrer en mode « Vas-y, fais-moi voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, montre-moi comment tu conduis ». C'est-à-dire que Roger Rodas, c'est un pilote automobile, ok ? Il a de l'expérience. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de prévention. Ne faites jamais ça. Par pitié, ne demandez jamais à personne de vous impressionner en voiture ou en moto, ou ne tentez pas d'impressionner qui que ce soit sur la route. Ça ne sert à rien, vous avez beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Ok ? Bref, du coup, ils vont faire une virée en voiture. Roger veut impressionner Paul, ils aiment tous les deux la vitesse, ils sont dans une zone industrielle, c'est le week-end, il n'y a personne sur les routes, du coup,
ils en profitent pour rouler à fond. 50, 90, 110, 120, 130, 150, 160 km/h, la vitesse est beaucoup trop élevée. Roger perd le contrôle du véhicule et percute un arbre situé sur le trottoir à plus de 160 km/h sur une route limitée à 50. Le choc est tellement violent que les gens qui se trouvent sur le parking de l'événement à plusieurs centaines de mètres l'ont entendu. Tout le monde se précipite sur les lieux de l'accident, mais c'est trop tard. Paul Walker n'est pas mort sur le coup, il perd connaissance, puis quelques secondes plus tard, la voiture prend feu, se transforme en bûcher, et Paul va mourir brûlé vif devant ses amis. Quand sa famille apprend la nouvelle, c'est le choc. Tout le monde devait se réunir le soir même pour le sapin, et même sans ça, perdre quelqu'un, c'est un moment horrible. Encore plus quand c'est dans un accident de voiture et qu'on ne s'y attend pas. Les fans, eux aussi, sont choqués quand la nouvelle fait le tour des médias. En plus, la façon dont il meurt est presque ironiquement tragique. Du coup, certaines personnes ont du mal à croire que c'est vrai. Forcément, quand la star de cinéma qui représente le plus un pilote automobile meurt dans un accident de voiture, c'est presque autant improbable qu'écrit d'avance. Et ce qui est terrible, c'est que quand tu connais le déroulement des événements, forcément tu te dis que s'il était sorti 1 minute avant ou 1 minute après, il serait toujours en vie à l'heure d'aujourd'hui. Sauf qu'avec des si, on refait le monde. Du coup, Paul Walker est mort à l'âge de 40 ans, l'âge auquel il rêvait de changer de vie. Bon, il y a quand même une enquête qui va être menée pour connaître les vraies causes de l'accident, avec 2 pistes, évidemment la vitesse excessive, plus de 100 km/h au-dessus de la limitation, et des pneus usés, mais aussi une potentielle défaillance technique. Du coup, sa fille Mido et la famille de Roger, le conducteur, vont déposer plainte contre Porsche pour un défaut de sécurité et de stabilité de la voiture. Bon, je suis pas expert, mais si tu roules à 160 sur une route limitée à 50 et que tu percutes un arbre, faut pas trop blâmer le constructeur, mais après, ils ont raison d'essayer. D'ailleurs, des années plus tard, un accord va être trouvé entre les deux parties, mais on n'en sait pas plus. Bref, Paul Walker est mort, et ce pendant le tournage de Fast and Furious 7, ce qui va beaucoup compliquer le travail des réalisateurs pour la suite du film, mais ils vont utiliser son petit frère, qui lui ressemble un petit peu, qui a à peu près les mêmes traits, pour justement le doubler et aider à reproduire un petit peu son visage pour les scènes restantes. Bon, maintenant que je vous ai raconté un petit peu tout ça, il faut que je vous parle du côté sombre de Paul Walker. Par où commencer? Après avoir entendu ça, on est tous d'accord pour dire que Paul Walker, c'est vraiment le mec gentil, qui a le cœur sur la main, qui est toujours prêt à aider les autres. D'ailleurs, il y a même une histoire qui raconte qu'un jour, alors qu'il est dans une bijouterie, il va proposer de payer la bague de fiançailles d'un vétéran de la guerre en Irak parce que ce dernier n'a pas les moyens. Et donc, il va lui payer une bague à 9 000 $. Des histoires comme ça, il y en a quelques-unes. Il a aussi aidé et fondé des associations caritatives, comme je vous l'ai montré. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'était un gars bien. Mais on va quand même devoir parler de la face cachée de Paul Walker. Je dis caché, pas parce que lui n'exposait pas sa vie privée, je trouve que c'est même mieux, mais parce que j'ai vu aucun documentaire aborder le sujet, aucun journal télé en parler, comme si il fallait pas ternir son image. Et même si je comprends que c'est chiant, c'est important d'en parler. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était en couple avec une certaine Jasmine Pilchnar-Gosnell, avec qui ça va durer 7 ans, jusqu'à sa mort, en fait. C'est une relation qui se passe bien. C'est une relation sérieuse même. C'est d'ailleurs avec elle qu'il a dit qu'il voulait se marier, tout ça. Sauf qu'en 2006, quand ils se mettent en couple, Jasmine a 16 ans et lui en a 33. Elle va encore à l'école et lui, c'est une star de cinéma. Et la morale, vous en faites ce que vous voulez, mais la loi dit aux États-Unis, en Californie à cette époque, que la majorité sexuelle est fixée à l'âge de 18 ans. Ça va à peine faire du bruit, il y a quelques journaux américains qui en parlent vite fait, mais ça se tasse très vite, on leur demande des explications et eux ils disent que l'âge n'est qu'un chiffre et tout le monde passe à autre chose. Et après tout, on pourrait se dire que vu que leur histoire a duré, c'était du sérieux, ils sont vraiment tombés amoureux l'un de l'autre et c'est comme ça arrive et on n'y peut rien, etc., etc. Mais le truc c'est qu'avant Jasmine, il était aussi en couple avec une certaine Aubriana Atwell, qui elle aussi avait 16 ans, alors que lui en avait 28. Ça commence à faire beaucoup. Et cerise sur le gâteau, en 2004, à l'époque où il tourne Bleu d'Enfer, lui et toute l'équipe du film vont être invités par un certain Paul Nygard, un riche homme d'affaires du milieu de la mode, qui va organiser des soirées chez lui, aux Bahamas, là où est tourné le film. Mais Jessica Alba, qui est la partenaire de Paul dans le film, va très vite fuir, parce qu'elle explique en interview que les soirées impliquaient des jeunes filles de 14 ans qui étaient souvent dénudées, et avec qui
certains invités avaient des relations sexuelles. Ça, c'est la déclaration de Jessica. Et on peut la croire, je vous explique pourquoi juste après. Par contre, Paul, quand on lui pose la question, lui, il dit que effectivement les soirées étaient bizarres, mais qu'elles étaient géniales parce qu'il avait l'impression d'être à Disneyland. Alors attention, ça ne veut pas dire que lui a eu des relations sexuelles avec ces jeunes filles de 14 ans, etc. Bien sûr que non, on n'a aucune preuve de ça. Mais le discours est bizarre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, plus le fait qu'il ait eu plusieurs relations avec des jeunes filles qui allaient encore à l'école, alors que lui, c'était déjà une superstar du cinéma et qu'il avait l'embarras du choix. Il est beau, il est riche, il est célèbre, je trouve ça curieux. Après, il a aussi eu des relations avec des filles majeures, hein. Mais je trouve ça quand même bizarre, et surtout je trouve ça logique d'en parler et de ne pas le cacher. Même si ça ternit beaucoup son image, ça rend pas moins tragique sa mort ou quoi. Et il avait plein de bons côtés. Mais voilà, au moins c'est dit. D'ailleurs, Jasmine et Aubriana n'ont jamais témoigné le moindre regret ou la moindre emprise sur ces relations. Elles ont même longtemps pleuré sa mort. J'ai oublié aussi de vous parler tout à l'heure de pourquoi on peut croire le témoignage de Jessica Alba. Parce qu'en fait, Peter Nygard, le riche homme d'affaires qui organisait les soirées cheloues, a été inculpé en 2020 après plusieurs témoignages pour viol de trafic sexuel impliquant des mineurs. Du coup, bon, pour la fin, je sais pas trop comment faire parce que j'aime bien rendre hommage. Et pour tout vous dire, j'étais pas du tout au courant de tout ça avant de me renseigner sur cette histoire. Et c'est seulement après plusieurs jours d'écriture et de recherche que je suis tombé là-dessus et je me suis demandé est-ce que je dois continuer ou pas, je sais pas trop parce que de base je veux faire des vidéos qui finissent bien ou en tout cas sur une note positive, mais là bon, j'ai pas hyper envie en fait. Donc je dirais juste qu'évidemment sa mort a laissé un grand vide dans le milieu du cinéma à l'époque et auprès de toutes les personnes qu'il connaissait, qu'il aura laissé une marque indélébile dans le milieu automobile avec la saga Fast and Furious, et que personnellement, et c'est que mon avis, j'aurais du mal à apprécier ces films comme avant. Bon, bah voilà, j'espère que j'ai pas trop niqué l'ambiance. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. On se voit tous les après-midi sur Twitch, le lien est dans la description. On joue à plein de jeux, etc. On s'amuse. Je rage principalement. Encore une fois, merci énormément pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages sur les dernières vidéos. Ça a un impact énorme sur la chaîne. Ça a un impact énorme sur la chaîne et sur ma motivation. Donc merci beaucoup. Voilà. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.